Bonjour à tous. Je suis médecin de médecine physique et réadaptation à la Fondation hospitalière Sainte-Marie et plus particulièrement au centre Paris-Est qui se trouve à Noisy-le-Sec où nous nous occupons de conduite automobile pour personnes handicapées depuis un certain nombre d'années déjà. Alors je vais commencer cet état des lieux par vous exposer un cas imaginaire où tout se déroule au mieux dans un monde idéal, le monde des bisounours, d'où le patronyme du patient. Il dirige une agence tout aussi imaginaire, il est marié, il vit en Seine-Saint-Denis et il conduit depuis longtemps. Intervenant un jour à un colloque comme celui qui nous réunit aujourd'hui, il fait un malaise, il chute. Dans la salle est présente une neurologue hospitalière qui le prend en charge, qui diagnostique rapidement un accident vasculaire cérébral. Elle contacte son service, il y a une place disponible, le transfert s'effectue dans l'unité de soins intensifs neurovasculaires. On fait le bilan, c'est une hémiplégie droite, il a des troubles du langage, c'est une ischémie. Le cas fait partie des 8% qui peuvent bénéficier d'une thrombolyse. Celle-ci a lieu et elle est suivie d'une amélioration nette. 10 jours plus tard, dans l'unité neurovasculaire, notre ami marche dans le couloir, il commence à utiliser son bras droit, il est bien entouré, son domicile est accessible, il est proche de Noisy-le-Sec et il nous est adressé à sa sortie de l'hôpital pour être rééduqué en hôpital de jour. Nous le rééduquons intensivement pendant 4 mois, puis comme il n'a plus besoin que d'orthophonie, il continue sa rééducation libérale. On le suit régulièrement en consultation et lors de l'une d'entre elles, 9 mois plus tard, il exprime sa demande de reconduire, sachant que nous pratiquons des évaluations. Il n'a pas de contre-indication, il n'a pas de troubles visuels. En dehors de ses troubles du langage, il n'a pas de troubles cognitifs. Il n'a jamais fait de crise d'épilepsie, il n'a pas de traitement préventif. C'est le candidat idéal. Nous lui proposons donc un test de conduite avec un véhicule à boîte automatique et à accélérateur au pied gauche, compte tenu qu'il lui reste une spasticité du triceps, du mollet, à la fatigue. Cette évaluation se déroule parfaitement et nous l'envoyons, nous l'adressons à la commission préfectorale. Par chance, il rencontre un médecin qui est sensibilisé aux AVC, ayant un proche qui lui-même en a fait un récemment. Et ce médecin confirme notre évaluation et lui donne le feu vert pour conduire. Comme souvent en Seine-Saint-Denis, il ne passe pas devant un inspecteur pour vérifier qu'il utilise correctement les commandes. Alors en réalité, le parcours d'un patient lambda est souvent beaucoup plus compliqué, voire totalement inexistant. Vous allez le comprendre à travers les chiffres que je vais vous énoncer. Si on analyse les différents acteurs les uns après les autres, en commençant par les personnes concernées. Chaque année en France, j'ai appris le chiffre récemment par Peter, il y aurait 2000 permis adaptés attribués. Et ce chiffre est à comparer à quelques autres. Chaque année, il y a 150 000 accidents vasculaires cérébraux en France. Il y a 1000 nouveaux blessés médulaires. Et pour les maladies chroniques évolutives, en n'en donnant que 2, il y a 50 000 sclérosés en plaques en France et 50 000 porteurs de séquelles de poliomyélite. Pour bien faire, chaque patient devrait être accompagné dans son parcours par des professionnels ayant 2 qualités. Premièrement, une connaissance des obligations et du cadre réglementaire qui est sous-tendu par la conduite des handicapés pour pouvoir informer leurs patients, et ayant également une connaissance médicale du handicap et en particulier des troubles gnosiques qui, partant de là, peuvent déterminer le potentiel de la personne pour reconduire, sans risque bien évidemment. Or, beaucoup de patients, pour commencer, ne passent pas en structure de médecine physique et réadaptation. Si on reprend l'exemple des accidents vasculaires, 70% des AVC ne sont jamais rééduqués. Autre problème, l'ignorance, que je dirais crasse, des médecins dans le domaine du handicap. Jusqu'au début des années 2000, pas un médecin dans son cursus n'avait une seule minute de formation sur le handicap.
Même chose pour les... Ça a changé puisque depuis quelques années, il y a un module transdisciplinaire dans le parcours des études médicales. Même chose pour les paramédicaux libéraux. Il y a très peu, vous le savez, d'ergothérapeutes en libéral, et c'est les seuls qui ont une connaissance dans le domaine. Mais tous les autres, que ce soit les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les infirmières, etc., toutes les personnes qui est possiblement rencontrées par le patient, là ont plus, comme les médecins, n'ont aucune formation sur la possibilité de la conduite. Alors, comme dans tous les domaines, les patients échangent entre eux, mais ils ne reçoivent pas forcément des informations pertinentes de leurs collègues. Des informations fiables, en revanche, peuvent être données par les maisons départementales pour les personnes handicapées ou par les associations, et c'est un des rôles du CEREM. Autre intervenant, les équipementiers, ils informent souvent leurs clients au-delà du matériel, mais quelque part, ils sont jugés partis. Alors, ce qui arrive, c'est que le patient puisse être informé, mais il ne fait pas toujours le nécessaire du passage devant la commission préfectorale, ayant très peur de se voir retirer ce permis dont on vient de nous dire, bien évidemment, il a tant besoin. La structure, à nos yeux, la structure d'évaluation idéale, ça comprend plusieurs éléments. Une consultation spécialisée avec un couple médecin et ergothérapeute, la possibilité de réaliser un bilan neuropsychologique pour évaluer la cognition, et c'est souvent très difficile, un véhicule possiblement adapté de façon différente, un moniteur expérimenté, et puis il faut bien évidemment que cette équipe travaille en commun et en particulier puisse faire un débriefing avec le patient une fois tous les bilans terminés. Ce patient, on peut également l'accompagner sur le plan administratif et financier. Si on prend maintenant les établissements qui interviennent en France, ils sont environ 75 à s'occuper de conduite pour handicapés à des degrés très divers avec une très large palette. Vous voyez qu'un tiers des départements ne sont pas pourvus d'établissements concernés et il existe une grande disparité de fonctionnement et de prestations entre tous ces établissements. Ainsi, pour prendre deux exemples, moins de 20 disposent de leur véhicule et moins de 5 d'un moniteur au sein de l'établissement. La difficulté pour les établissements, c'est l'aspect financier, la valorisation, compte tenu du temps passé par les professionnels autour de cette évaluation de conduite. Alors, dans le cadre du budget global, ce qui est le cas de la plupart des établissements actuellement, c'est un choix politique, un choix stratégique de la part de l'établissement, mais très rapidement, dans quelques années, quelques mois, on passera à la tarification à l'activité. Alors, qu'est-ce que ça deviendra ? Point d'interrogation. En dehors des établissements, si les auto-écoles qui disposent d'un véhicule à boîte automatique ne sont finalement pas si rares, celles qui ont des équipements beaucoup plus compliqués sont exceptionnelles. Les moniteurs, ils ne sont pas mieux formés que les professionnels de la santé. Et puis, comme pour tout le public, ils ont une crainte du handicap qui est encore bien présente, même s'il y a eu des progrès au cours des dernières années. Les commissions préfectorales, maintenant. En leur sein, ils sont comme les autres, méconnaissance complète du handicap. Les médecins, ils ont été formés comme les autres médecins, ils n'en savent pas plus. Et en particulier, leur méconnaissance des troubles gnosiques est là aussi considérable. Un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas au sein de chaque commission un médecin qui serait dédié, qui par là pourrait se former, la formation vient d'être évoquée, qui pourrait avoir au fil du temps une expérience. Les consultations, elles ne durent pas très longtemps, rarement plus de 5 minutes. Ce qu'il faut comparer à, par exemple, un bilan neuropsychologique classique, c'est environ 2 heures. Une consultation spécialisée de rééducation, une consultation avec une ergothérapeute, c'est au minimum 1 heure. D'autre part, le fonctionnement d'un département à l'autre est là encore très différent. La commission peut se réunir dans un local administratif, ou bien ça se passe, et c'est le cas en Seine-Saint-Denis, au cabinet du médecin, ou encore dans un département, et c'est quelque part l'idéal, la commission se réunit au sein d'un établissement de rééducation, ce qui permet l'échange avec les professionnels autour du patient. Et enfin, autre point à souligner qu'il a déjà été il y a un instant, le
Dans pas mal de cas encore, la gratuité pour le patient n'est pas respectée. Dernier intervenant de la chaîne, l'inspecteur. Ils sont censés vérifier la bonne utilisation par le conducteur de l'équipement qui a été décidé par le médecin. Pour ce faire, ils ont reçu une trentaine de minutes de formation. Et je vous disais, à propos de la Seine-Saint-Denis, suivant le département, cette vérification, elle a lieu ou non. Enfin, petite difficulté, le candidat doit se présenter devant l'inspecteur, si ça a lieu, avec un véhicule équipé de façon ad hoc, avec l'équipement déterminé par le médecin. Et pour ceux qui viennent seuls, pas avec une auto-école équipée, pas avec un établissement équipé, c'est bien difficile, ça sous-entend d'acheter le véhicule à l'avance, de l'équiper à l'avance et de venir à cette inspection avec le véhicule. Je n'ai volontairement traité, pour être rapide, que du cas des personnes qui avaient déjà le permis et qui doivent le régulariser. Mais il y a le cas de ceux qui le passent, des novos. Ça se présente à peu près de la même façon, sauf que les établissements qui en leur sein ont une auto-école avec la structure de formation que ça sous-entend sont très rares en France. Et puis, j'ai court-circuité également certaines formes de handicap qui nécessitent des aménagements très compliqués ou très particuliers, très rares, qui n'existent qu'à quelques exemplaires en France, comme c'est le cas par exemple de la conduite par joystick que propose le CEREM. Alors, en conclusion, je me placerai dans la peau d'une maîtresse qui doit mettre un commentaire à la fin de l'année dans le carnet scolaire de l'élève France. Peut mieux faire. Je vous remercie.